Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de rallier Eden Télévision pour y suivre Dimanche Politique, la tribune d'analyse des faits sociopolitiques et économiques au Bénin. Et ce dimanche, justement, nous y sommes pour vous permettre de mieux appréhender l'actualité au Bénin. La marche vers la présidentielle 2021 se précise davantage. Mouvances et oppositions, je précise, affûtent leurs âmes. Quid des stratégies dans les starting blocks des différents états-majors des partis politiques? Un constat tombe bien sous le sens, une kyrielle de mouvements de jeunes et des femmes sollicitent, supplient, suscite la candidature de Patrice Athanase Guillaume Talon à la présidentielle de 2021. Remplira-t-il, a-t-il enfin avisé qui pour lui tenir tête dans le cadre justement de cette présidentielle de 2021? Autant de questions auxquelles nous tenterons de trouver réponse. Et pour nous aider justement à trouver des réponses pertinentes à ces questions, Monsieur Éric Martin Serge Sangan, il est membre fondateur et membre du bureau politique du parti Union Progressiste. C'est bien lui qui a accepté nous aider à disséquer l'actualité cette semaine. Monsieur Sangan, bienvenue. Bonsoir, cher ami, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. Le premier volet de cette émission, comme je me plais à le dire à chaque invité, consiste à présenter l'invité, à présenter celui que nous recevons. Et cet exercice, comme je me plais à le dire encore une fois, c'est vous qui le faites, Monsieur Sangan. C'est qui, Éric Martin Serge Sangan? Quand bien même ce soit un exercice difficile, que de se présenter soi-même, puisque c'est votre leitmotiv aussi. Ici, nous allons nous y mettre. Je suis Éric Martin Sangan, je suis des années 70. J'ai fait mon école primaire à Cotonou, précisément à l'école urbaine centre de Guincamin. J'ai commencé le collège au cours secondaire Est-Protestant, qu'on appelle le CSP. Je suis passé au détour des années blanches au collège des Cheminots. Je suis passé par le collège aux Pierres pour me retrouver à la faculté de droit à l'université de Calavi. Donc, c'est peut-être un choix des écoles confessionnelles, c'est peut-être un choix des parents. Non, en fait, il faut comprendre que moi, je suis entré au collège dans la période révolutionnaire, où les écoles confessionnelles étaient sous la gestion de l'État central. Donc, c'était devenu des écoles publiques. Devenu des écoles publiques en tout ça. Et tel a été le cas jusqu'en 90 ou en 91. Donc, j'ai fait CSP pendant que c'était une école, c'était un collège d'enseignement général, CSP. Je suis allé au collège aux Pierres, c'était pareil parce que c'était le public qui gérait. Donc, je n'ai pas fait d'école confessionnelle. C'est cette précision-là que j'ai voulu apporter. C'est important. Voilà. Je suis juriste consultant, acteur politique béninois depuis 1990. Ah oui. J'ai suivi la conférence nationale. J'ai fait campagne pour les législatives. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur. De l'intérieur. J'ai été très activiste. J'ai fait partie de ceux qui ont alimenté la fronde contre le régime révolutionnaire militaro-marxiste. Je fais partie de ceux qui ont travaillé à ce que la conférence nationale soit convoquée. Donc j'ai suivi de près, de l'intérieur, la conférence nationale. J'ai fait campagne pour les référendums de décembre, je crois, 90. J'ai fait campagne pour les présidentielles de 1991. Acteur politique, j'ai participé à la création du parti politique alors qu'on appelait RAP. Nous avons répondu à ce que les gens avaient appelé l'appel de Goro. Nous sommes devenus renaissants. En 1999, j'ai pris mes distances vis-à-vis de la Renaissance du Bénin. J'ai rejoint la BAC Kérékou. J'ai été un des militants les plus actifs du système Kérékou jusqu'en 2006.
je n'ai pas été non plus absent dans l'invitation, la suscitation et la gestion du pouvoir avec le président Yahya Boni, parce que ça, je le dis, je suis d'une manière ou d'une autre complice ou comptable de cette gestion, même si je n'ai pas été au charbon. Déjà en 92, en 2012, j'ai pris mes distances. J'ai appelé à la candidature, j'ai suscité la candidature du président Talon en 2015. Nous l'avons accompagné jusqu'à son élection, en dépit de tout ce qui se disait, de toutes les menaces qu'on subissait. Nous l'avons accompagné jusqu'à son élection en 2016. Nous restons collés à lui. Nous restons complètement à sa disposition. Nous sommes à la limite de ses problèmes parce que nous pensons qu'il doit faire plus que ce qu'il est en train de faire maintenant. Comme vous le savez, nous sommes passés par la réforme du système partisan. Et des blocs politiques se sont constitués. Nous nous sommes retrouvés. Il nous a plu de nous retrouver au sein de l'Union progressiste, qui est le parti qui répond le plus à nous, nos aspirations politiques. Voilà, la force des choses, le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés dans le bureau politique national où nous nous employons à faire rayonner le parti depuis sa création. Je puis vous dire, sans fausse modestie, que j'ai présidé la commission des candidatures pour les élections législatives. J'ai été mandataire unique de l'UP pour ces élections-là. J'ai été candidat aux élections législatives de 2019, je crois. J'ai également été candidat au communal. Voilà, c'est moi tout ça. Éric Martin Serge Sangan, merci de votre présentation et nous allons maintenant ouvrir à proprement parler ce numéro de Dimanche Politique, la toute première rubrique ou le tout premier volet après la présentation, c'est bien l'après-municipal de 2020. Alors, les municipales et les communales sont si loin, si proches, puisqu'on en parle toujours. On devrait normalement ne plus en parler, ne plus parler d'élections, mais des communes continuent d'en élire. Et c'est le cas cette semaine. Sinon, je dirais, c'est 24 dernières heures à Parakou, qui retourne, la commune justement, Parakou qui retourne dans le giron de la mouvance. Est-ce de la boulimie? Est-ce de la stratégie payante? Que dit? Comment apprécier cette quête ou cette conquête de Parakou par la mouvance présidentielle? De toute évidence, les années 2019, 2020 et 2021 sont des années électorales au Bénin. Les élections constituent en somme des activités phares qui mettent leurs ombrages sur toute l'année pratiquement. Donc, je pense que jusqu'en décembre 2021, nous allons continuer de parler des élections. Même si c'est différentes élections. Mais d'une autre élection, normalement. Même si c'est différentes élections, nous allons continuer d'en parler. Puisque c'est en fait l'activité phare de l'année. L'activité phare de cette année, c'est les communales. C'est les communales. Oui, mais sous la coupole de la Cour suprême, on continue de parler de ces communales. Oui, la Cour suprême exerce ses prérogatives républicaines, ses prérogatives régaliennes, qui fait d'elle le juge du contentieux électoral quand il s'agit des élections communales. Vous comprenez? Donc, c'est pas sous sa coupole, elle est en train de jouer son rôle, sa partition. Dans l'enracinement de notre démocratie, dans l'enracinement de notre démocratie et dans la manifestation de la vérité des urnes. C'est tout à l'heure actif et je salue ces illustres béninois qui, depuis pratiquement 6 mois, sont à la tâche et ne désemparent pas et qui font tout pour que l'expression des suffrages du Béninois soit respectée. C'est vrai que les... Parakou, vous en parlez, c'est normal. C'est normal parce que dans cette commune, malheureusement ou heureusement... La mouvance qui vient d'arracher à l'opposition. Et dans cette commune,
heureusement ou malheureusement, il y a eu des changements, des perturbations, des renouvellements, mais cela va de soi. Cela va de soi. Quand vous organisez une élection et que vous présentez des jokers qui ne sont pas fiables, des jokers qui ne sont pas représentatifs, des jokers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour candidater et pour briguer des postes de conseiller, il est normal que la justice soit rétablie et que les choses rentrent dans l'ordre. Il n'y a pas eu de, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas eu de manœuvre de la Cour suprême. La Cour suprême a dit ce qui est, ce qui doit être. Et dans la droite ligne des arrêts de cette Cour constitutionnelle. J'ai jamais dit que la Cour suprême... Dans la droite ligne, cher ami, dans la droite ligne des arrêts de la Cour constitutionnelle, il s'est avéré qu'en réalité, il n'y a plus d'une partie absolument majoritaire dans la Cour. Alors, quand ces cas de figure se présentent, on fait appel, on fait recours à ce qu'on appelle des accords de gouvernance. Des accords de gouvernance, et vous devez savoir... Mais y en a-t-il eu vraiment à Parakou? Bien sûr, il y en a eu. Vous devez savoir qu'aux grandes dames de nos amis FCBE, que l'Union progressiste et le bloc républicain ne puissent que se mettre ensemble parce qu'ils sont de la même famille politique. Vous comprenez? Ça s'entendrait très mal que l'un de ces deux blocs de formation politique rallie la FCBE, Force Cori, Point Bénin. Mais ça ne ferait que raviver la flamme de la politique. Pourquoi vous voulez... Ce serait de la pure stratégie politique. Pourquoi vous voulez qu'on fasse de l'hypocrisie politique? Les forces Cori... Ça ne serait pas de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. De la stratégie politique. Non, il n'y a aucune stratégie là. Les forces Cori, Point Bénin, Émergence constituent une formation politique qui s'est déclarée être de l'opposition. Les deux autres formations sont des formations de la mouvance. Mais pourquoi vous voulez qu'on se rallie parce qu'il faut contrôler une municipalité? On veut contrôler une municipalité contre le gouvernement que nous soutenons, que nous voulons le contrôler dans la droite ligne des directives du gouvernement. Nous, on ne pense pas. Alors, on ne peut pas faire de développement communal en dehors du plan de développement national. Et le plan de développement national est conduit par le gouvernement. Et tous les plans de développement national font partie intégrante du programme d'action du gouvernement. Et vous voulez que, dans ce cas de figure, une formation politique qui se réclame de la mouvance au pouvoir, qui se dit proche du gouvernement, qui est soutien du gouvernement, rallie une formation de l'opposition pour combattre les projets, les intérêts du gouvernement. Mais c'est ça l'hypocrisie. On n'est pas dans de l'hypocrisie politique, on est dans du pragmatisme politique. Il n'y a pas de la mésintelligence. Nos amis FCBE savent que nous ne pourrons pas nous mettre avec eux et qu'il est normal que ces deux formations politiques s'entendent autour d'un accord de gouvernance. Et comme vous l'avez dit, je peux vous confirmer qu'il y a bel et bien accord de gouvernance à Parakou. Oui, et la petite consolation pour l'ancien maire Charles Tokor qui a été incapable de rempiler, il devient désormais le premier adjoint au maire, n'est-ce pas, se nourrit de ses vomissures, même s'il n'a jamais dit qu'il ne veut pas l'être, puisqu'on l'a vu, numéro 1 de cette commune, et que cette fois-ci, sa famille politique a fini par récupérer cette commune. Pourquoi ne pas le plébisciter à nouveau? C'est le lieu de saluer. Elle s'est dit qu'il a fait preuve qu'il n'a pas convaincu la mouvance. C'est le lieu de saluer l'altruisme et la citoyenneté de Charles Tokor. Charles Tokor a refusé, il a dit qu'il ne veut aucune responsabilité dans le nouveau conseil communal. Ah oui? Mais parce que son parti politique, parce que de part de l'accord de gouvernance, ça lui a été demandé, ça lui a été imposé, il s'est plié en bon militant de parti politique. Et il a accepté d'assumer la mission qui lui a été confiée. Je ne vous dirai pas qu'on ne lui a pas proposé le poste de maire de Parakou. C'est Charles qui n'a pas voulu être maire de Parakou. Il n'a même pas voulu faire partie. On lui a dit non, tu ne partiras pas parce que tu as commencé quelque chose. Et nous avons besoin de toi pour finir ce que tu as commencé. Ah oui. Et suivez mon regard, ayez vos regards croisés sur Parakou. Rien ne se fera à Parakou qui mettra en cause les initiatives prises. Les initiatives de développement, les initiatives salvatrices prises par le maire Charles Tokor. Donc, ce n'est pas un désaveu. Bien au contraire,
Bien au contraire, ce n'est pas un désaveu. Il a été pratiquement supplié d'accepter le poste qu'il occupe aujourd'hui. Puisque, au-delà de tout, vous savez, Toko, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui dans l'arène économique, politique béninoise, c'est pas n'importe qui. Oui. Donc, l'opinion publique était plutôt... Il n'a réellement de quoi faire d'un poste de maire ou d'agent de maire. C'est un altruiste. Il a estimé qu'il faut qu'il mette sa touche au développement de Parakou et il s'y est mis. Il a été incompris à un certain moment. Comme d'ailleurs le président Patrice Talon sur le plan général. Mais il finira par être rejoint. On s'attendait plutôt à ce que ce soit Charles Toko qui rempile même facilement avant cette deuxième phase des élections. Il n'a pas voulu rempiler. C'est lui-même qui n'a pas voulu rempiler. Vous l'avez dit, on vous croit sur parole et c'est rassurant de le savoir parce que... Je l'affirme, il n'a pas été conduit, il n'a pas été désavoué, c'est lui-même qui n'a pas voulu. Parce que ces détracteurs pensent que voilà, il n'a pas voulu s'écarter du trio de tête parce que peut-être des dossiers, des casseroles seraient ça et là et qu'il préférerait rester très proche pour suivre et canaliser. Je peux vous le dire aujourd'hui, je ne suis pas du BR, moi je suis progressiste, mais je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer, Toko a refusé le poste de maire de Parakou, ça lui a été proposé, il a dit je n'en veux pas. J'ai vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Donc, la position qu'il occupe aujourd'hui dans la commune de Parakou lui a été imposée et il s'est plié aux directives de l'accord de gouvernance que nous avons eu avec. C'est de la dignité dans ce choix. Il y a de la dignité dans ce choix. Très digne. Éric Martin Sangan, on va poursuivre, on va s'intéresser maintenant à un tout autre volet. Covid-19 et les examens de fin d'année au Bénin. Inutile de vous rappeler ce qu'a généré, je dirais, cette crise sanitaire planétaire qui n'a pas épargné non plus le Bénin, même si ce pays, il faut le dire une fois encore, a fait preuve de génie, même si le gouvernement a fait preuve de maestria dans la gestion de cette crise, eh bien, les différents examens de fin d'année se sont bien déroulés et la dernière trouvaille du gouvernement, c'est que sans attroupement, sans affluence dans les centres de délibération et autres, les enfants, les candidats ont pu consulter leurs résultats via les smartphones des parents pour les candidats qui n'en ont pas. On peut consulter sur le site proposé par le CI, résultat proposé par le ministère de l'économie numérique. Je peux vous affirmer en toute honnêteté que au départ, je n'avais pas compris les dispositifs que prenait le gouvernement de mon pays face à cette pandémie. Mais j'avoue que j'ai été surpris par les bons résultats obtenus. C'est le lieu aujourd'hui de saluer la clairvoyance du chef de l'État, chef de file de l'équipe gouvernementale, qui a su imprimer cette direction, cette option que nous avons observée au Bénin. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le Bénin reste de loin le pays où cette pandémie a le moins fait du mal. Ah oui. Fait du mal. Nous constatons également que ça n'a pas eu un impact important sur le cursus scolaire et académique de nos enfants. Les examens de fin d'année se sont déroulés normalement. Nous avons eu de très bons taux de réussite aux différents examens, même si les enfants des classes intermédiaires CI, CM2 continuent d'aller à l'école, tout au moins pour un mois pour finir l'année scolaire. Nous pouvons dire avec fierté que l'année scolaire 2019-2020 a été couronnée de succès. Avec cette révolution auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, que nous, parents, nous avons eu, véritablement une première fois, la facilité d'avoir les résultats de nos enfants à partir de nos téléphones, à partir de nos smartphones. Tout cela est à l'actif du gouvernement, qui a su imprimer cette marque, qui a su obliger à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, les réseaux de téléphonie, à se plier à ça, à exceller dans ce génie-là, de nous permettre désormais, et ça ne va pas rester comme ça, ce qui a commencé aujourd'hui fera école. Donc nous n'aurons plus besoin, les enfants n'auront plus d'aller se tasser dans le centre de délibération pour avoir les résultats.
C'est vrai, vous l'avez si bien dit, et c'est le lieu de le reconnaître, c'est une prouesse, même s'il faut relever un petit hic. Le site était encore en maintenance au soir de la délibération du CEP. Ce n'a été vraiment, le site n'a été vraiment accessible, effectif qu'à partir du BEPC, enfin quelques jours au lendemain déjà, au surlendemain du CEP. Aucune heure humaine n'est parfaite et tout commencement a des difficultés. Alors, on va parler encore Covid-19. Allons-y. Oui, le Bénin et la Covid-19, on le disait, il n'y a pas que les examens qui se sont bien déroulés. Vous l'avez dit, le Bénin a su bien se comporter vis-à-vis de cette pandémie de coronavirus. Mais le constat au lendemain des élections municipales et communales, c'est que nous avons connu une hausse, je ne dirais pas drastique, mais une hausse sensible des cas de personnes contaminées à la Covid-19. Bon, c'est relatif. Et ce chiffre ne discontinue pas. C'est relatif, puisque c'est d'une pandémie que nous parlons. Je ne vous apprends rien. Et nous connaissons, je vous souffle que nous avons passé le cap des 2000. Nous connaissons les voies de contamination. Le gouvernement de mon pays joue pleinement sa partition. Elle a pris toutes les dispositions, mais tant que nos citoyens ne prendrons pas conscience du risque que nous courons, ne prendrons pas conscience que nous avons un mal présent et que nous refusons d'observer les gestes barrières, c'est normal que le taux de contamination grimpe. Soyons déjà heureux que nous soyons autour de 2000. Les Togolais ne vous diront pas qu'ils sont à 2000. Dites-moi, citez-moi combien de pays en Afrique qui sont encore à 2000 pendant que nous disons que nous sommes autour de 2000. Ça veut dire que de gros efforts ont été fournis et il nous nous appartient aujourd'hui d'accompagner le gouvernement. Et ce que moi je suggère au gouvernement de mon pays, c'est d'en appeler à la responsabilité des citoyens. On n'a pas besoin de jouer les gendarmes derrière eux. Derrière eux. Heureusement ou malheureusement, c'est un mal et nous devons faire avec désormais. Le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu. Il y a eu ce qu'on appelle cordon sanitaire, où des zones ont été coupées, des zones ont été isolées. Histoire de contenir. Histoire de contenir, de contingenter dans une région. D'éviter la propagation. D'éviter la propagation, mais ça ne peut pas durer éternellement. Il importe que nous prenions conscience de ce qu'il y a ce mal-là et que nous devons comporter de manière à ne pas le contracter. Le gouvernement ne jouera pas, on ne mettra pas un militaire derrière chaque citoyen pour qu'il ne s'infecte pas. Notre santé, c'est d'abord notre santé personnelle, ce n'est pas la santé du gouvernement, c'est pas la santé du pays. Si chaque citoyen peut prendre conscience de ce qu'il se doit de se protéger, il se doit de se prémunir, il se doit d'éviter d'aller à la contamination, le pays s'en sortirait très bien. Et nous parlions tantôt des examens de fin d'année qui se sont très bien déroulés. Vous le savez, outre les classes intermédiaires, ceux des classes d'examen sont désormais en vacances. Et qui parle de vacances en cette période de pandémie parle justement de grosse prudence. C'est vrai que l'État a interdit la serre à la plage et autres, mais cela suffit-il vraiment pour canaliser? L'État doit-il se fendre d'autres communiqués, d'autres spots et autres pour sensibiliser davantage la jeune couche des écoliers et étudiants? J'ai envie de vous poser une question, mais puisque ici c'est vous qui avez les prérogatives de poser les questions, je voudrais seulement constater que dans aucun pays au monde, le gouvernement ne peut jouer les gendarmes derrière les citoyens. C'est vrai qu'on est en une sorte de vacances. Presque vacances. Presque vacances. Il appartient aux parents que nous sommes de prendre nos responsabilités, de conscientiser les enfants. Encore qu'il faudrait comprendre que un enfant qui a le bac n'est plus aussi petit, n'est plus aussi enfant que cela. Donc il faille qu'on lui parle et qu'on lui dise, écoutez, attention à ce mal-là, si vous ne faites pas attention, vous pourrez nous ramener de la maladie. C'est pas que se faire infecter, mais c'est venir contaminer les autres à la maison. C'est vrai. Donc il importe que chaque parent, un partenaire social avec
sa progéniture, ses enfants, leur apprennent le minimum pour se prémunir contre ce mal. Le gouvernement n'a rien à faire. Les plages sont ouvertes déjà en Occident, vous savez. Les vacances battent le plein. Les plages sont remplies par ailleurs. Et aujourd'hui, nous constatons que les plages sont encore fermées. Dans le même temps, les pays où ce mal a le plus sévi, les plages sont ouvertes, même si quelquefois c'est les requins qui leur font la fête, les plages ont été ouvertes. On ne peut pas, il faut, puisque nous parlons de ça, il faut que le citoyen lambda prenne conscience de ce que ce mal-là existe et que jusqu'à ce que nous n'ayons trouvé des palliatifs, il faut qu'on fasse une mesure de prudence. Voilà. Le gouvernement n'a plus rien à faire. Le gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement a fait tout ce qu'il peut faire. Tout le reste, là, aujourd'hui, c'est... excusez-moi, ça va être de la poudre aux yeux. Ça va être de la poudre aux yeux. Et le mal est désormais généralisé, c'est planétaire, il faut qu'on fasse attention. On va évoluer dans ce débat, dans cet échange. Éric Martin Sangan, nous allons... Je voudrais revenir sur le Covid. Vous savez, vous avez fait un tour au Togo ces derniers temps. Encore que les frontières ne sont pas... De toute façon, vous avez les informations par rapport au Togo. Oui, les infos, oui. Les mesures sont beaucoup plus draconiennes. Et pourtant, nous n'avons pas le même taux que le Togo. Vous le savez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Abordons maintenant la série d'appels à candidature de Patrice Athanas Guillaume Talon. C'est la dernière messe au pays, c'est l'actualité principale, que ce soit sur les différentes chaînes de télévision et autres, le menu principal des éditions de journal. Eh bien, c'est l'appel à candidature, une série de jeunes et de jeunes gens, je dirais, en appel. C'est ce qui me faisait dire en introduction que supplie littéralement le président Patrice Talon à se porter candidat en 2021. Mais en a-t-on vraiment besoin? Encore que le président, le chef de l'État, pour ce qui nous avait été dit, n'a pas jusque-là avisé. Il avisera certainement. Vous savez, pour nous, c'est un motif de satisfaction. Nous qui, en 2015, avions suscité, appelé, accompagné, soutenu et fait gagner le candidat Patrice Talon pour les élections 2000. C'est un motif de satisfaction. Nous nous rendons aujourd'hui compte que ceux qui ne nous avaient pas compris hier ont aujourd'hui compris. Ils ont compris que nous n'avons pas pris des risques inutiles et que le président que nous avons appelé à élire, le président que nous avons travaillé à élire, le gouvernement que nous avons contribué à mettre en place, tout en faisant son petit bonhomme de chemin, convainc les citoyens béninois de ce que beaucoup de choses peuvent être faites, en réalité. De ce que le Bénin va bien. Le Bénin va bien, sinon rien d'autre ne justifie ça. Tout le monde se plaint, nous crions, nous avons fait, ça ne va pas, tout ça, tout ça. Et puis on demande au président qui est censé, et puis on dit qu'on a fait et que le pays ne va pas bien, nous demandons au chef d'équipe de revenir. Ça veut dire qu'il fait bien. Y a-t-il pas quelque chose d'antithétique? Nous avons conscience, c'est parce que les gens, au-delà des graissements dedans, les populations ont conscience qu'on apporte un plus à leur vécu quotidien. Et c'est pourquoi ces appels, c'est ce qui justifie tous ces appels à candidature, toutes ces suscitations de candidature. Vous voyez, donc, je salue en effet la perspicacité du gouvernement, l'efficacité et la présence continue du gouvernement sur le terrain. Mais dans une dynamique rationnelle, devrons-nous vraiment nous attendre à solliciter le chef de l'État pour un second mandat quand on sait qu'il l'a dit lui-même en une certaine époque qu'il ne fera qu'un seul mandat? Oui, c'est une chose de dire je ne ferai qu'un seul mandat, mais c'est une autre chose et complètement différente que le peuple souverain te demande de rester. Il n'y a pas d'amalgame à faire en cette matière-là. Je ferai un seul mandat. Dans ce sens-là, je veillerai à ce que les textes fondamentaux soient revus,
et que plus aucun président élu ne détienne d'autant de pouvoir et ne puisse faire plus qu'un mandat. Des dispositions ont été prises. Nous n'en avons pas voulu à un certain moment parce que certains ont compris qu'un seul mandat ne suffirait pas. Puis après, il a dit qu'il aviserait. Maintenant, nous lui laissons le temps d'aviser. Mais on ne peut pas reprocher aux gens de susciter sa candidature. On ne peut pas. C'est une coutume chez nous au Bénin, et même en Afrique, qu'on demande aux gens d'être candidats. Ça n'arrive pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en Afrique. Éric Martin-Senghor, je vous apprends rien. Il disait, il se proposait d'aviser en une certaine époque, en un certain moment où la révision, la tentative de révision a connu un premier échec. Tout à fait. Alors, maintenant que la révision, cette révision de la Constitution a prospéré, pourquoi ne pas l'avoir inclus? Avant même que la révision de la Constitution ne prospère, il est revenu sur ce qu'il a dit, et il a même dit lui-même, quand il avait dit qu'il avisait, qu'il a dit cette question de mandat unique, c'est fini. Mais pourquoi vous ne vous préoccupez pas de ce qu'il a dit, que cette question de mandat unique, c'est du passé? Et vous accrochez à ce qu'il a dit, je ne ferai qu'un seul mandat. Parce que oui, il faut encore, nous voulons, comme dans les années 96, nous voulons bloquer l'avancement du pays. Nous voulons bloquer les travaux qui se font. Nous voulons bloquer la renaissance du pays. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes allés faire appel à ce que, entre-temps, il a dit, je ne ferai qu'un seul mandat. Et il a dit, nous le reconnaissons. Le contrat que moi j'ai fait avec Patrice Talon, c'est qu'il fasse un seul mandat et qu'il parte. Peut-être que j'ai des ambitions. Mais si aujourd'hui je constate qu'il est la personne même à même de continuer jusqu'à un certain moment l'œuvre qu'il a entreprise, pourquoi je vais l'en empêcher? Comme d'autres peut-être proches de lui peuvent bien poursuivre l'œuvre entamée. Mais pourquoi vous voulez que ce soit d'autres proches de lui si lui-même il est là et qu'il peut faire? Encore qu'il n'a pas dit. Bon, nous veillerons, nous. La population souhaite. Maintenant non plus, il ne faille pas le contraindre non plus. Non, il n'est pas contraint. Mais la population souveraine, le peuple souverain exige qu'il fasse ce second mandat. Ce n'est pas une contrainte. On l'appelle un devoir républicain. Pourquoi vous pensez que c'est une contrainte? Oui, mais le devoir... On vous a dit que c'est un devoir. Nous vous demandons de continuer parce que vous faites si bien que nous estimons qu'il n'y a personne pour le moment pour vous remplacer. Vous êtes le meilleur, vous êtes le joker. N'y a-t-il que lui pour poursuivre cette belle œuvre entamée? Nous estimons que c'est lui qui a commencé, que 5 ans c'est insuffisant pour finir. Ah oui. Oui, oui. Et s'il venait à vous surprendre? Il ne va pas nous surprendre. Il ne surprendra pas. Ce n'est pas exclu. Il ne surprendra pas. Ça reste une belle hypothèse. Dans tous les cas, il ne surprendra pas, je puis vous l'assurer. Vous êtes sûrement dans le secret des dieux. Non, je suis dans aucun secret, mais je vous dis qu'il ne surprendra pas. Parce que le contraire n'est pas exclu. Il peut bien venir à travers le contraire, un bon discours. Le contraire que vous appelez n'engage que lui. Le peuple lui a dit qu'il reste. Et le contraire n'engage que vous, effectivement. En tout cas. Il ne va pas nous surprendre. En tout cas, jusque-là, moi, je sais qu'il n'a pas encore avisé. J'attends qu'il avise. Il va aviser positivement. En tout cas. Il va aviser très positivement. Ce débat se poursuit. Éric Martin, Serge Senghor. On va aborder maintenant un tout autre volet, une autre manche, justement, l'opposition et les démocrates. Je ne vous apprends rien. Vous l'avez suivi, hein, l'opposition, peut-être mieux votée que jamais, dit-on. L'opposition est en train de s'apprêter, hein, d'affûter ses armes, de se préparer résolument pour que le challenge soit plus hard, peut-être que ce que les mouvanciers prévoyaient. Et désormais, l'opposition a un grand ensemble intitulé les démocrates, constitué de personnages bien connus, de personnages, des cadres de renom, bien évidemment, qui peut-être ne sont plus aux affaires, mais qui ont eu à faire valoir ce dont ils étaient capables dans ce pays à un moment donné. Alors, à la constitution ou à l'avènement des démocrates, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie dans les différents camps de la mouvance présidentielle? De cette formalisation du parti Les Démocrates, qui se trouve être l'un des partis de l'opposition. Oui, c'est ce qui nous fait dire l'opposition et les démocrates. Après les forces Corée Bénin émergents, nous avons deux constats, deux conclusions simples. La première conclusion, c'est que les législatives de 2019 n'étaient pas exclusives.
La deuxième conclusion, c'est que les lois n'étaient pas des lois antidémocratiques, ce n'étaient pas des lois taillées contre un certain nombre de catégories de Béninois, parce que il nous est loisir de constater que ceux qui disaient hier que les lois étaient des lois exclusives, si vous me permettez le terme, sont arrivés à se conformer aujourd'hui à ces lois-là et à dire nous pouvons, sous la coupole de ces lois, exercer les activités politiques au Bénin. Je leur dis bravo. C'est une prise de conscience et nous les en remercions. Nous saluons leur patriotisme et nous leur souhaitons la bienvenue dans l'arène, la véritable arène politique béninoise. Qu'ils affûtent les armes, c'est de bonne guerre. Qu'ils affûtent les armes, c'est de bonne guerre. Mais que demain, on ne nous redemande pas de revenir sur les lois pour tordre les coups à ces lois-là, pour faire des facilités à certaines personnes. Voilà. Moi, c'est mon observation par rapport à ça. Je salue la naissance du parti. C'est les démocrates, vous avez dit, non? Je salue la naissance des démocrates. C'est pas moi, je le dis. C'est le nom du parti. Je salue la naissance des démocrates et j'espère que dans la grande démocratie, le Bénin va grandir les années à venir. Pourquoi vous êtes-vous permis de tirer ces conclusions que à la naissance des démocrates, que vous êtes dit peut-être que les élections législatives et communales, les élections législatives n'étaient pas exclusives et autres. Pourquoi? Vous connaissez les amis, non? Vous savez, vous êtes de la presse, vous connaissez ceux qui sont aujourd'hui membres fondateurs du parti Les Démocrates. Oui. Vous connaissez ceux qui sont membres fondateurs il y en a pas un, des forces Cori pour un Bénin émergent. Vous les connaissez. C'est les pourfendeurs du code électoral, c'est les pourfendeurs de la charte des partis politiques. C'est eux qui... Bon, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Non, ils ont relevé les limites. C'est eux qui, dans un passé récent... Cela suffit-il pour les qualifier de profondeur? Je vous en prie, c'est eux qui, dans un passé récent, ont mis un certain nombre de Béninois dans la rue, avec les conséquences qui en ont découlé. Si aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont à même de se conformer à ces mêmes lois, ça veut dire qu'hier, ils se trompaient. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on le relève? Non, mais non. Ce qui n'est pas bon hier ne pourra pas être bon. Ce qui n'est pas bon hier ne pourra pas être bon aujourd'hui. L'opposition n'était pas... Si hier nous avons dit que les tests de cette scélérate, et aujourd'hui nous nous y conformons, c'est qu'en réalité c'est nous qui nous trompions. Et c'est eux qui s'étaient trompés. Mais il leur a fallu du temps. Oui, pour se rendre compte de ce que les tests ne les excluaient pas. Et nous estimons, c'est pourquoi je dis, nous saluons leur retour dans la normalité. Nous saluons leur arrivée dans la grande arène politique béninoise et nous souhaitons que le jeu démocratique se fasse dans la citoyenneté et la fraternité. Oui. Puisque le Bénin appartient aux Béninois. Ils y sont, ces démocrates. Ils y seront peut-être avec les FCBE ou les FCBE se rallieront à eux. On ne sait comment cela va se jouer. Toujours est-il que le challenge devient de plus en plus prononcé, corsé déjà à l'avenir. Par le passé, le terrain était laissé aux deux ténors de la mouvance. Vous l'aviez dit tout le temps. Quand on allait au communal et qu'au lieu de 2 formations politiques, la Sénat en a retenu 5, vous avez crié que nous avons des problèmes, que les partis de la mouvance vont avoir des problèmes parce qu'il y a 3 autres formations politiques qui sont rentrées dans le jeu. Mais vous avez vu les résultats à la fin. Les résultats à la fin, c'est que les partis qui ont l'emprise, une véritable emprise sur l'électorat, s'en sont sortis. Vous le constatez. L'Union progressiste. Quels sont-ils ces partis qui ont l'Union progressiste est restée à ce jour le plus grand parti politique du Bénin. Le parti politique du Bénin qui a le plus d'envergure sur le territoire national. Parce qu'au fond, l'Union progressiste, c'est greffé. Vous voulez juger du fond, c'est ça? Allez, on y va? Non, mais laissez-moi. Parce qu'au fond, les ténors actuels de l'Union progressiste étaient ceux d'hier qui animaient, qui étaient les socles du parti FCBE et autres. Vous ne me direz pas le contraire. Moi, je sais que le parti FCBE existe encore. Les autres, je ne sais pas de quels autres vous parlez, mais je sais qu'au sein de l'Union progressiste, nous sommes un certain nombre de forces politiques qui avons décidé de nous mettre ensemble pour faire la politique autrement.
Et nous avons fait un contrat avec notre électorat, avec notre peuple, un contrat auquel nous comptons nous soumettre, que nous comptons respecter jusqu'au bout. Oui. Et ça se fait, vous le constatez, le peuple nous tend le tapis rouge. Oui, mais là... Nous sommes ainsi la première force politique. Oui, Éric Martin Senghor, je ne vous apprends rien. La vieille logique politique au pays, depuis l'époque du général Mathieu Kérékou à ce jour, en passant par le docteur Boni Yahi, vous le savez, c'est que les cadres, les ténors politiques, pour continuer à bénéficier de certaines facilités ou continuer à garder la direction ou telle position politique et autres, ben, se désolidarisent facilement à l'avènement de nouveaux chefs d'État. Oui, évidemment. C'est partant de ce constat-là qu'on est allé aux réformes du système partisan. C'est partant de ce constat qu'on a fait une relecture de la charte des partis politiques. Oui, mais ça n'a pas empêché. Et que certaines dispositions ont été corsées. Maintenant, nous sommes encore, pour l'instant, il y a encore un régime en place. Il y a un pouvoir là, il y a un chef de l'État qui a porté ces réformes-là, qui est encore là. Attendons qu'il finisse son mandat et nous allons apprécier, nous verrons qui partirait ou qui resterait. Mais je peux vous dire que l'union progressive subsistera. En tout cas. Oui. Le temps nous le précisera. L'union progressive subsistera à ce régime. Elle va subsister au temps, elle va subsister aux hommes. Je peux vous le garantir. Surtout aux hommes, parce que c'est vrai que Patrice Talon rempile ou non, le temps pour apprécier de la longévité de ces différents partis, que ce soit le BR ou l'UP, sera l'après-Talon. Les démocrates aussi, puisque pourquoi vous ne parlez que du BR ou de l'UP? Parler des démocrates, parler des forces politiques. Puisque j'ai en face de moi un cadre de l'UP. Parler de l'UDBN. Non, puisque j'ai en face de moi un cadre de l'UP, je préfère parler de ce qu'il concerne, sans exclure justement les autres réalités. On le dit parce qu'on l'a vu par le passé. On a connu de puissants ensembles politiques. L'Union du Bénin du futur, je crois. Nous les appelons, vous savez, je vais vous le dire. Tout ce que vous avez dit, j'ai été pro-Kérékou, j'ai fait le système Kérékou. Je fais partie des initiateurs de l'UBF. Oui. Je fais partie de ceux qui ont dit au président Kérékou en août 2002 qu'il faille aller à un grand ensemble politique pour contrer la RB et pour les communales législatives à venir. Donc je sais sur quelle base nous avons créé l'UBF. Je fais partie de ceux qui peuvent en parler. Je fais partie des géniteurs de l'UBF. Ce n'est pas le même contexte. Je puis vous dire, puisque je fais partie de ceux qui aujourd'hui... Ça a tous les... le cadre juridique. C'est vous qui en avez... C'est pas du tout la même chose. C'est vous qui en avez l'impression. Ça a tout l'air. L'UBF, ce n'était pas un parti politique, c'est une alliance de partis politiques. Bien sûr, c'est ce qui me faisait dire que... C'était pas un parti. Aujourd'hui, le cadre juridique l'Union progressiste, c'est un parti politique à part entière. Et au sein de l'Union progressiste, il n'y a plus d'autres partis politiques. Non. Il y a des forces politiques qui ont existé un temps et qui ont accepté de signer leur acte de décès pour fondre à l'Union progressiste. Ah oui. Voilà, donc c'est pas, le cadre juridique n'est pas le même, puisque nous parlons de droit, le cadre juridique n'est pas le même, cher ami. Nous ne parlerons pas que de la politique, Éric Martin, Serge Senghor. L'autre actualité qui n'est pas la plus anodine cette semaine, c'est cette manipulation de la cagnotte du portefeuille des Béninois par un opérateur GSM dont je me refuse ici de citer le nom, pas parce que je ne le sais pas, Éric Martin Senghor. Eh bien, plusieurs centaines de Béninois se sont vus défalquer, voler 500 francs par un opérateur GSM qui n'a trouvé autre excuse que voilà, c'est la manière pour cet opérateur de corriger un dysfonctionnement technique. Je pense qu'il faille interpeller la plus haute instance de la République pour que la sanction à la taille de cet acte odieux puisse être prise. Éric Martin Senghor. Suite à la plainte des clients, des abonnés de MTN, l'instance à charge de gérer ce volet d'activité de la République, l'ARCEP a fait un rappel à l'ordre au réseau MTN. Je crois qu'ils sont en train de corriger, ils sont en train de retourner ce qu'ils ont. Parce que ces 500 francs, ils m'en ont défalqué aussi. Et seulement avant-hier. Ce qu'ils ont peut-être pris indûment, ils vont vous les retourner. Mais il faut aussi comprendre, quand on prend la chicotte, il faut le savoir. Je me rappelle ce bachelier qui disait sur vos antennes la dernière fois que les collecteurs n'ont qu'à regarder la chicotte et l'enfant.
Donc, quand on prend l'année, il faut aussi regarder l'enfant. MTN prétend qu'à un certain moment, ils ont fait des attributions de fonds par erreur. Ce que les citoyens n'ont jamais sollicité. Des attributions, dont les citoyens ne sont pas demandeurs. Des attributions de fonds par erreur à des clients à eux. Et il est normal que quand vous n'êtes pas demandeur de quelque chose qui vous arrive, que vous le retourniez. C'est une question d'honnêteté, c'est une question de sincérité. Oui, mais le respect exige... Si vous recevez de l'argent, si vous recevez de l'argent de façon... Si vous recevez de l'argent de façon indue, alors que vous n'avez pas joué à un tombola, vous n'avez pas fait un jeu de hasard, et que vous retrouvez sur votre compte de l'argent qui ne vous appartient pas, le minimum c'est de le dénoncer, de retourner. Et là, mais entre-temps, je ne prends pas fait et cause pour MTN. Mais entre-temps, personne n'a reconnu, personne n'a dénoncé le fait qu'il se sera levé le matin et retrouvé 100 000 sur son compte, alors qu'il n'a pas eu de transfert, il n'a rien eu. Pendant ce temps, nous avons fait usage de cet argent-là. Et aujourd'hui, que les gens ont constaté le pot-au-feu et on dit, bon, nous voulons corriger, nous voulons récupérer nos fonds. Il y a ce qu'on appelle levé de bouclier, et tout le monde crie indûment. Ce qui était indu au départ, c'est les sous que certains bénévoles ont reçus et qu'ils n'ont pas cru devoir dénoncer, qu'ils n'ont pas cru devoir restituer. Je comprends que la partie la plus logique. Je comprends que nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. Les citoyens, les clients n'ayant pas demandé de l'argent à MTN, c'est MTN qui peut-être à un certain moment a voulu leur faire des bonus réels. C'est pourquoi l'ARCEP, dans la droite ligne de ses principes, a demandé à MTN de restituer ce qui a indûment retiré, ce qui a indûment prélevé. Et cela va se faire. Oui. Et la partie la plus sauvage de ce capitalisme ou de ce mercantilisme plus ou moins inhumain, c'est qu'on en a défalqué, c'est que cet opérateur GSM en a défalqué à d'autres citoyens qui n'en ont jamais reçu. C'est la conséquence de ce que des citoyens qui n'en ont jamais demandé ont reçu. Et ils n'ont pas voulu restituer de façon honnête. Non, mais en tout cas, moi, on ne m'en a pas défalqué. Non, mais pour quelqu'un... Moi, on ne m'en a pas défalqué. Moi, je n'ai pas vécu ça. Oui, il y a une précision. Pour quelqu'un de vous à moi, pour avoir fait usage pendant plusieurs décennies des services de cet opérateur GSM, il n'y a jamais... Cette question me rappelle... Cette possibilité de restituer. Cette question me rappelle la problématique des structures de placement d'argent au Bénin. Nous sommes habitués au gain facile. Nous aimons l'argent qui ne nous appartient pas. Si vous recevez de l'argent qui n'est pas à vous, retournez ça. Oui. Oui, mais c'est ça. Je suis entièrement d'accord sur ce principe. Il faut retourner ce qui n'est pas à soi. À soi, c'est tout. Mais pourquoi défalquer à qui on n'en a pas envoyé? Mais non, celui qui a perdu... C'est l'aberration. Non, vous savez, il y a un adage qui dit que celui qui a été volé commet plusieurs péchés, pendant que le voleur n'a commis qu'un seul péché. Vous comprenez? Ceux qui ont reçu l'argent ont reçu de l'argent de façon indue et ils en ont disposé. Malheureusement, quand la structure a mis en marche le mécanisme de recouvrement des fonds indûment payés, c'est un mécanisme informatique. Malheureusement, ça peut impacter tout le monde. Moi, je n'ai pas encore été impacté. Vous avez dit que vous avez été impacté, mais vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit, cher ami. Vous ne m'avez pas dit si vous-même vous en avez reçu de façon indue. Je n'en ai pas reçu non plus. Bon, donc on va vous retenir vos sous. Je n'en ai pas encore reçu. Vos sous, peut-être que je recevrai plus tard. Ah, donc vous souhaitez recevoir? Qui sait? Non, vous souhaitez recevoir? Jusqu'au moment où cette émission a cours, je n'en ai pas reçu encore. Vous souhaitez rien recevoir? Non, je souhaite être dédommagé. Non, ils vont vous retenir ce dédommagé et officiellement. Ils vont vous retenir ce qu'ils vous ont prélevé. Oui. Maintenant, si vous voulez, c'est important. Il faut essayer en justice. Faites une action en justice pour avoir des dédommagements. Et je pense que c'est un comportement qui n'encourage pas à continuer à solliciter les services de tel opérateur GSM. Encore qu'on en a bien d'autres. Si vous n'êtes pas satisfait, allez à votre préférence. C'est cela. Je pense que, un peu comme moi, beaucoup d'autres Béninois feront ce choix. J'en doute. Éric Martin, Serge Sangan, peut-être que vous êtes actionnaire dans cette structure de gestion de téléphonie mobile au Bénin. Qui c'est? Votre mot de la fin. Puisque vous êtes journaliste, je vous demande d'investiguer et aller chercher à savoir si j'ai quelque part d'action, mais je ne refuserai pas si demain MTN m'en donne.
Je ne vais pas cracher dessus. Encore qu'on n'en donne pas. Bon, donc, alors certainement, je n'en aurai pas. Mon mot de fin, c'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une fois encore féliciter le président Patrice Talon, qui, malgré nos difficultés, malgré nos craquements de dents, est en train de bien finir le premier contrat que le peuple béninois a eu avec lui. Il nous disait à l'époque... Donc vous dirons que c'est relatif. Il nous disait à l'époque que quand j'aurai fini, vous allez me porter en flambeau. En triomphe. En triomphe. Je pense qu'il n'a pas fini et déjà il est porté en triomphe. Ah oui? Et il a déjà porté en triomphe. À ne regarder que cette valse de suscitation des candidatures. Vous comprenez? Donc, je voudrais lui demander de continuer dans ce sens. Susciter, c'est vite fait. Et on sait comment ça s'organise. Je voudrais lui demander de à chaque point de rue. Dans ce sens. Bon, ça dépend. Personne ne m'a consulté, moi, pour susciter la candidature de quelqu'un. OK. Donc, et que le Bénin, au-delà de tout, préoccupe les Béninois. Il faut que nous cessions de nous demander ce que le Bénin peut nous apporter. Il est temps que nous pensions à nous-mêmes à ce que nous pouvons apporter pour le Bénin. Le Bénin a besoin de nous si nous avons besoin du Bénin. Mais c'est nous qui allons construire le pays. Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'attendre que ce soit le pays qui nous apporte tout. Il faut que nous rompions avec cette facilité, le gain facile, l'argent facile. Il faut que nous méritions ce que nous gagnons. C'est à cet appel de conscience que j'appelle mes compatriotes. Je nous demande de redoubler d'ardeur par rapport à la pandémie d'actualité, que nous redevenions plus prudents et que nous nous fassions aujourd'hui à l'idée que le potentiel malade du Covid n'est pas loin de nous. Et pour ne pas être contaminé, il nous appartient d'observer les gestes barrières. Merci. Merci à vous, Éric Martin Serge Sangan. Je rappelle que vous êtes membre fondateur et membre du bureau politique du parti Union progressiste. Avec vous, nous avons sillonné, revisité toute l'actualité sociopolitique et économique au Bénin, l'après-municipal, la Covid-19 et les examens de fin d'année, le Bénin et la Covid et les vacances et la Covid, justement, la série d'appels à candidature de Patrice Athanas Guillaume Talon et l'opposition et les démocrates, sans oublier justement la bourde de cet opérateur GSM au Bénin qui, à défaut, qui a voulu recouvrer justement ces fonds, ces 500 francs attribués indûment à certains citoyens et qui pour ce faire se retrouvent à plus ou moins à arnaquer littéralement certains qui n'en ont jamais reçu et qui n'en sont non plus demandeurs, un peu comme qui n'en sont jamais demandeurs, voyons. Eh bien, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous dimanche